Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept à la fois absolument fondamental et franchement fascinant, l'état de droit. Imaginez un peu nos sociétés modernes comme de gigantesques gratte-ciel. Eh bien, pour éviter que ces structures immenses ne s'effondrent tout simplement sous le poids du pouvoir absolu, l'humanité a dû construire des murs invisibles mais incroyablement solides. Ces murs, ces poutres maîtresses qui font tenir toute la baraque, c'est le droit. Mais alors voilà, ça pose le grand paradoxe de n'importe quel système démocratique. En fait, le peuple donne un pouvoir immense à ses gouvernants pour créer des règles, pour diriger, mais comment les obliger à s'y soumettre, eux aussi, sans qu'ils n'en abusent? C'est la grande question. Allez, c'est parti, on plonge au cœur du sujet pour comprendre comment fonctionne ce mécanisme. Voici le plan de l'édifice qu'on va explorer aujourd'hui. 1. Les fondations du pouvoir. 2. La fameuse pyramide de Kelsen. 3. Le choc des traités. 4. Le contrôle des juges. Et 5. L'évolution de nos droits. On commence tout de suite avec notre première partie, les fondations du pouvoir. Mettre les règles politiques noir sur blanc, c'est vraiment une invention majeure du XVIIIe siècle pour lutter contre le despotisme. Mais au fond, c'est quoi exactement une constitution? Commençons par sa définition au sens matériel. En gros, chaque État dans le monde possède une constitution matérielle. Pourquoi? Parce qu'il faut obligatoirement des règles pour organiser le territoire, structurer les rapports entre les pouvoirs publics et encadrer la population. Donc, même sans un joli texte officiel imprimé, ces règles fondamentales, elles existent de fait. Et puis, en contraste, on a le sens formel. Là, on parle vraiment du bloc de béton armé de notre fondation. Une constitution au sens formel, ce sont des règles verrouillées par des procédures de révision extrêmement rigides et surtout bien plus complexes que pour adopter une petite loi ordinaire. Et c'est précisément cette rigidité procédurale qui vient protéger l'acte fondateur de l'État. En fait, ça rend la tâche hyper difficile pour les dirigeants s'ils veulent changer les règles du jeu au gré de leurs intérêts du moment. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la pyramide de Kelsen. C'est ici qu'intervient un cadre architectural absolument brillant. Il a été conceptualisé par le célèbre juriste autrichien Hans Kelsen, qui affirmait « L'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés. » Et ça illustre brillamment l'idée de hiérarchie juridique. En clair, toutes les lois ne se valent pas, elles s'empilent et se soumettent les unes aux autres dans un ordre ultra rigoureux. Alors, si on descend les marches de cet édifice, la structure devient très claire. Tout en haut trône la grande norme, la norme mère, qui est généralement la Constitution. C'est le grand boss, c'est elle qui commande tout le système. Juste en dessous, on trouve les lois votées par le Parlement. Pendant très longtemps, on voyait la loi comme souveraine et intouchable. Mais dans ce système pyramidal, la loi est obligatoirement subordonnée à la Constitution. Et enfin, tout en bas, on a les actes de l'administration, comme les règlements ou les arrêtés. La règle d'or de cette pyramide, elle est implacable. La validité de chaque petite règle dépend totalement de son obéissance à l'étage du dessus. On passe à notre troisième partie, le choc des traités. Alors là, accrochez-vous parce que les choses se compliquent sérieusement dans notre monde moderne, surtout quand des éléments venus de l'extérieur, disons de l'international, viennent percuter de plein fouet notre belle pyramide nationale bien rangée. Jusqu'au début du XXe siècle, la règle du jeu, c'était le dualisme. Le droit national et le droit international vivaient chacun leur vie de leur côté, comme deux immeubles totalement séparés. Si une nouvelle loi nationale contredisait un traité, hop, la loi l'emportait à la maison. Mais aujourd'hui, le paradigme a complètement basculé vers ce qu'on appelle le monisme et la primauté. Le droit international s'intègre automatiquement dans l'ordre interne. Et, fait marquant, ces traités internationaux ont désormais une valeur supérieure aux lois ordinaires, venant carrément subordonner la législation de l'État. Et forcément, ça frotte et ça grince au niveau de la toiture. D'un côté, on a les grandes juridictions internationales, comme la Cour de justice de l'Union européenne par exemple, qui estiment que le droit européen s'impose de façon absolue. Oui, y compris face aux constitutions nationales. Mais de l'autre côté, les plus hautes juridictions nationales, comme le Conseil d'État en France, défendent une ligne rouge très claire, la suprématie de la Constitution nationale reste absolue sur son propre territoire. C'est un bras de fer juridique fascinant. Et, de notre point de vue, c'est l'observation d'un système complexe qui est sous tension permanente. Enchaînons sur notre quatrième partie, le contrôle des juges. Le point crucial dans tout ça, c'est que toute cette belle théorie hiérarchique, elle ne tiendrait pas debout une seule seconde, si personne n'était là pour vérifier les murs. C'est exactement le rôle des inspecteurs du bâtiment, les juges. Ce sont eux qui vérifient que le législateur ne casse pas les règles constitutionnelles. Et l'histoire de la naissance de ce contrôle, franchement, c'est un véritable thriller politique. On remonte le temps, direction les États-Unis en 1801. L'administration sortante, sentant le vent tourner juste avant de perdre le pouvoir, se met à nommer des juges in extremis. Évidemment, la nouvelle administration s'installe et refuse net de signer les documents finaux. L'affaire, la très célèbre affaire Marbury contre Madison, atterrit devant la Cour suprême.
Là, le juge en chef John Marshall se retrouve dos au mur. S'il force la nomination, le gouvernement va juste l'ignorer. S'il ne fait rien, la Cour perd toute sa crédibilité. Alors il tente un coup de poker magistral. Il déclare que la loi qui l'autorise à forcer cette nomination est en fait contraire à la Constitution, et que donc il refuse de l'appliquer. D'un simple trait de génie politique, Marshall venait littéralement d'inventer le contrôle de constitutionnalité. Et depuis ce coup d'éclat, on a grosso modo deux grandes approches dans le monde. D'un côté, le modèle américain qui est décentralisé, on dit diffuse. Ça veut dire que n'importe quel juge peut, au cours d'un vrai litige concret, écarter une loi qu'il estime inconstitutionnelle une fois que celle-ci est votée. À l'opposé, on a le modèle européen, très inspiré de l'architecte Kelsen. Celui-ci est beaucoup plus organisé, centralisé. Il s'appuie sur une cour constitutionnelle unique et spécialisée qui juge de façon plus abstraite et souvent a priori, c'est-à-dire que son but, c'est de tuer dans l'œuf les lois inconstitutionnelles avant même qu'elles n'entrent en vigueur et ne fassent des dégâts. Mais attendez une minute. Il est totalement légitime de se demander, est-ce que donner un pouvoir aussi gigantesque à des juges non élus ne crée pas une sorte de gouvernement des juges qui pourrait balayer la volonté démocratique? Pour réaliser l'ampleur de ce pouvoir, il suffit de regarder l'histoire américaine dans les années 30. L'immense programme social du New Deal du président Roosevelt a, au départ, été lourdement bloqué par une Cour suprême très conservatrice. C'est une vraie tension au cœur de la démocratie. Toutefois, pour bien comprendre leur rôle, il faut plutôt voir les juges comme des aiguillés du trafic légal. Si un juge censure une loi, il ne dit pas qu'une politique est impossible à tout jamais. Il indique simplement aux politiques que, pour faire passer cette idée, la petite route de la loi ordinaire est barrée et qu'il va falloir prendre l'autoroute beaucoup plus lourde et complexe d'une modification de la Constitution. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie, l'évolution de nos droits. On arrive à la vraie clé de voûte de notre sujet. Au fond, pourquoi s'embêter à bâtir une machine juridique aussi lourde et imposante? Eh bien, la réponse est simple. Ce système tout entier n'existe que pour garantir et protéger nos droits. Et si on regarde la frise chronologique, on voit une évolution spectaculaire. Au XVIIIe et XIXe siècle, on parlait surtout de droits civils, des droits de faire quelque chose. L'État était vu comme un policier en retrait, sa job c'était de garantir la sécurité et de ne surtout pas toucher à la liberté ou à la propriété. Puis, boum, XXe siècle, le modèle bascule avec les droits économiques et sociaux. Là, on passe au droit A, le droit au travail, à la santé, à l'éducation. L'État doit retrousser ses manches, devenir interventionniste et fournir des services. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on voit apparaître les droits de troisième génération, des concepts super vastes comme le droit à un environnement sain ou à la paix. Ça crée des obligations hyper complexes, non seulement pour les États, mais aussi pour les grandes entreprises. Pour résumer tout ça, on peut dire que la grande machinerie juridique est aujourd'hui plus sollicitée que jamais. Avec cet empilement impressionnant de nouvelles générations de droits, combiné à ces fameux traités internationaux qui viennent secouer la structure de l'extérieur, on est en droit de se poser une dernière question. Est-ce que cette belle pyramide de Kelsen finira un jour par s'effondrer sous le poids de sa propre complexité? Ou alors est-ce que toutes ces frictions, ces contrôles par les juges, ces équilibres si délicats ne sont finalement que le prix inévitable et magnifique à payer pour garantir notre liberté? C'est une réflexion profonde à garder en tête. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage. C'est toujours un vrai plaisir d'explorer ces fondations qui font tenir notre monde debout.